sont allumés. Alors, je vous passe le micro. Voilà. Alors, parlez-nous de vos minutes. Alors, bonjour tout le monde. Je suis Madame Camara Numa, fondatrice et présidente de l'association Naya à Saint-Pierre-des-Corps. J'ai créé Naya en dialecte malien, Bambara, qui veut dire viens. Viens comme tu es et avec ce que tu as. On a créé l'association en 2019, le 19 juin 2019, pour venir en aide autour de la précarité, autour de tout ce qui peut être les besoins humains. Et donc dans l'association, on fait de l'accompagnement administratif, on fait de l'aide alimentaire, de l'aide vestimentaire et des activités, des actions pour tout public venant de toute catégorie sociale. Alors, monsieur Silla. Oui. Allô. Oui, merci. Hein. Allô. Du fond de la salle, que tout le monde écoute, hein, parce que cette journée sera très excellente. Moi, je me nomme Boubacar Silla. Je viens de la Guinée. Souvent, les gens se demandent de quelle de Guinée. Je viens de la Guinée. Et cette Guinée est située en Afrique de l'Ouest. Elle est limitée au nord par le Sénégal, donc vous avez une idée, à l'est par la Côte d'Ivoire. Et je suis le président d'une ONG qui a été créée en 1996 à Mamou, à 260 km de Conakry. Elle intervient beaucoup plus dans le cadre de la santé communautaire et de l'éducation communautaire. Et aujourd'hui, nous sommes dans les 8 régions de notre pays. Et en matière de santé sexuelle et reproductive, nous travaillons dans les 38 districts sanitaires que compose notre pays. Et je ne dirais pas que c'est une joie, pour ne pas que Madame Anita m'attache toute la journée, mais c'est une fierté d'être à ce relier pour pouvoir débattre de ces grands enjeux qui affectent aujourd'hui beaucoup plus de pays, dont mon pays, la Guinée, qui tire presque la tête du peloton mondial avec plus de 94% de ces femmes excisées. Alors, le thème de cette troisième table ronde, la lutte dans les pays où les pratiques sont plus fortes, les pratiques sont plus fortes, quels sont les progrès menés? Quel impact, Madame, sur le terrain? Quel impact? Au niveau de cette question, moi, ma réflexion, elle ne se ferait pas à l'international, mais elle commencerait plutôt au local, c'est-à-dire ici en France. Et nous, au local, on travaille avec Anita Traoré sur l'association, mais sur d'autres associations aussi, sur le public femmes victimes de mutilations sexuelles ou de violences globales, c'est-à-dire des violences psychologiques, physiques, conjugales. Donc on accueille énormément de femmes. Naya, c'est 80% de femmes et 20% d'hommes. C'est des mamans monoparentales, c'est des femmes seules, c'est des femmes en couple, en détresse ou isolées. Et en général, ces femmes-là, quand elles arrivent à Naya, elles arrivent avec un besoin, une détresse ou une problématique quelconque qu'elles ne font pas. Et nous, tout de suite, d'emblée, on essaye de pouvoir détecter, on essaye de pouvoir accompagner, avant l'accompagnement même, de pouvoir connaître cette femme. Et en ayant cet échange avec cette femme, ça permet d'une part à la femme de pouvoir poser son bagage, mais de deux, de pouvoir se retrouver aussi dans un concept dans un groupe de femmes. Donc c'est beaucoup plus à l'aise. Par la suite, on essaye d'établir avec ces femmes un lien de confiance, un lien de protection. Dire que voilà, le local, c'est pas que un local associatif, mais c'est un lieu où on peut se recueillir, on peut se confier aussi. Et c'est ce qui permet aux femmes de pouvoir commencer à nous raconter. Commencer à nous raconter, c'est de pouvoir partager ce qu'elles vivent au quotidien. Et si ça a été plus loin, d'aller plus loin et de pouvoir les accompagner
pour pouvoir commencer cette reconstruction du corps psychologique et aussi physique de cette femme. Donc après, nous, on met en place tous nos réseaux, on fait jouer nos réseaux, tels que l'association ACPBT. Donc on remercie Anita pour le travail qu'elle fait. C'est vrai que effectivement, elle me soulage énormément, elle m'accompagne et elle me conseille énormément sur ce que moi je ne sais pas, puisque je ne suis pas professionnelle et je ne souhaite pas être professionnelle de ce que ces femmes peuvent vivre par rapport à ces mutilations sexuelles. Donc, en plus d'Anita, on travaille avec le planning familial, on travaille avec l'UDEF aussi, on travaille avec d'autres associations qui travaillent autour de toutes ces problématiques de mutilation sexuelle. Donc voilà, moi je peux parler au local. Alors, on va parler international cette fois-ci avec M. Silla. M. Silla, vous qui êtes sur le terrain, est-ce qu'il y a des impacts sur le terrain des actions médicales, par exemple, à Conakry ou partout en Guinée? Ok, merci. Vous savez, le problème de MSF est devenu presque une question de santé publique. C'est pourquoi plusieurs pays l'ont intégré dans leur plan stratégique de développement. Et mon pays, la Guinée, a pris des mesures vraiment très drastiques dans le cadre de la lutte. Mais vous savez, la Guinée a plus de 90% de sa population qui est musulmane. Et la tradition a essayé de surplomber, bien que la laïcité de l'État est là. Mais imaginez un pays qui a plus de 60 ans d'indépendance et 60 ans de tradition, et 60 ans de tradition parfois qui affectent certaines décisions de l'État. Sinon, depuis 1960 et quelques, et 68, comme ça, il y a des lois drastiques contre le mariage, la polygamie et l'excision. Mais ça se pratique. Au niveau de la législation, les mairies reçoivent des maris polygames qui continuent à signer. Mais tout ça a été affecté parce que la tradition a un peu plus pesé sur les lois de la République. Mais dans ces derniers temps, comme a dit le docteur tout de suite, vous avez vu, la justice commence à jouer son rôle. Bien que la loi est là, bien que la tradition, on commence, mais aujourd'hui, la loi commence à surmonter les pouvoirs traditionnels qui étaient là. Et quand aujourd'hui, vous prenez la Guinée, il y a beaucoup de structures associatives. Je vais nommer certaines organisations comme Plan International Guinée. Et je prends Equipop France qui appuie beaucoup plus la société civile guinéenne dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre. Il inclut cette mutilation génitale féminine. Et également notre ONG, le Club des Amis du Monde, à travers le ministère de l'Action sociale et également et d'autres organisations internationales, je parle de l'Equipop, Akama et l'association qui nous invite. Il y a des initiatives que nous sommes en train de développer en Guinée. Aujourd'hui, on a mis un centre d'écoute et d'orientation sur la sexualité responsable et la lutte contre les mutilations génitales féminines en Guinée. Et ça a été lancé il y a 6 mois et c'était une initiative de Akama. Aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir comment est-ce que certains médecins espagnols vont venir à Conakry accompagner le CHI de Donka où Dr Kaba intervient. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas dit qu'on a besoin que des ressources. Les initiatives politiques sont là et il s'agit maintenant de créer ce pont partenarial entre le Nord et le Sud pour le transfert aussi des compétences. Je sais qu'aujourd'hui, le CHI a été rénové, ils ont des équipements, mais quels que soient tous ces équipements, les ressources humaines aussi ont besoin de renforcement parce que la science évolue d'une seconde à une autre. Donc, en Guinée, il y a plusieurs initiatives aujourd'hui qui sont en cours et l'État a pris des mesures vraiment qui s'imposent. Mais ce qui fait défaut aujourd'hui, c'est le fait qu'on continue à recevoir certaines jeunes filles dans les structures sanitaires de l'État, où le contribuable qui paye ton salaire, eh bien, l'État a pris des lois en disant bon, il n'y a plus d'excision,
mais qu'on continue à recevoir des jeunes filles pour l'excision entre griffes. Quand vous le demandez, non, nous sommes en train de faire semblant. Cette question de semblance devait être développée ailleurs que dans les structures de l'État. Et l'État a pris des mesures. Mais pourquoi maintenant les médecins n'imposent pas cela? Parce que c'est dans les structures de l'État aujourd'hui qu'on amène nos jeunes filles à Guinée. Et c'est l'État là aussi qui a pris des mesures et des lois. Donc, quand vous prenez sur l'international, comme j'ai dit, il y a beaucoup d'organisations internationales qui travaillent, et l'OMS aussi appuie beaucoup plus nos États dans le cadre de l'application de certains protocoles dont les différentes nations ont validé. Mais quand vous prenez 10 États en Afrique, 9 sont, n'appliquent pas les conventions qu'eux-mêmes ils ont ratifiées. C'est là le vrai problème. Donc ce qu'il faut faire dans les années à venir, que la société civile mondiale qui intervient dans cette thématique puisse vraiment se donner la main pour continuer à faire la pression et le plaidoyer au plus haut niveau des instances pour pouvoir appliquer les différentes conventions que les différents États ont ratifiées. Sinon aujourd'hui, j'avoue, rares sont les pays où, à part Gambie, qui a mis sa loi anti-mutilation, et sinon, Gambie avait voté une loi à l'Assemblée qui interdisait systématiquement toute forme d'ablation. Mais aujourd'hui, je pensais qu'il y avait une loi aussi dans les mêmes hémicycles pour pouvoir voter contre la première loi qui a été établie. Donc, il y a des hauts et des bas, mais que la lutte continue avec les activistes que nous sommes. Alors, on va toujours continuer avec vous, M. Silla. Quelles sont les actions? Vous avez parlé des actions médicales, vous avez parlé des impacts, vous avez parlé du respect de l'éthique médicale également. Alors, concrètement, qu'est-ce que votre ONG met sur le terrain? Quelles sont les actions qui mettent sur le terrain? Ok, donc nous, avec l'UNICEF et le ministère de l'Action sociale, nous avons travaillé dans le cadre de l'abandon du couteau. C'est une initiative qui a été appuyée par le gouvernement guinéen avec un financement du programme conjoint dans la zone de la Guinée-Est qui regroupait presque les préfectures qui vont de Gawal jusqu'à Bokim, qui était inclus dans ce programme. Il consistait à faire des sensibilisations et à regrouper les femmes exciseuses dans des petits groupements d'intérêt économique. Parce que vous ne pouvez pas, une exciseuse qui n'a aucun métier depuis plus de 30 ans, 40 ans, que cette exciseuse puisse abandonner ce couteau qui le génère de revenus pour nourrir ses enfants. Donc nous avons mis d'abord des cours d'alphabétisation conscientisante. Ces cours d'alphabétisation conscientisante étaient liés aux causes et aux méfaits de l'excision. Et à l'issue de ça aussi, nous avons intégré les compétences, l'alphabétisation basée sur les compétences. Et cette alphabétisation amenait les femmes à faire des options qu'elles voulaient vraiment développer. Donc à l'issue de ces formations, des petites subventions ont été octroyées à ces femmes. Ils ont développé vraiment des activités génératrices de revenus et des cérémonies d'abandon public ont été organisées dans l'ensemble des communautés rurales dans lesquelles le projet était développé avec l'appui de l'UNICEF et du gouvernement guinéen. Donc voilà des initiatives. Aussi à Forêt-Caria, aujourd'hui, il y a 56 centres d'alphabétisation qui est ouvert et qui, avec l'appui de Rio Tinto Simfer. Et dans ces cours d'alphabétisation aussi, on développe les activités génératrices de revenus et en parlant de l'abandon de l'excision aussi. Donc c'est ce qui totalise à peu près plus de 800 femmes. Et nous voulons, avec ces 800 femmes, que 10% puissent aller en passerelle. Ces passerelles, c'est de retourner à l'école ou aller vraiment dans d'autres corps de métier. Donc il y a tellement d'initiatives. Quand je prends les programmes d'éducation spécifiques que nous développons, et aussi à la gouvernance locale. Dans la gouvernance locale, nous ressortons l'ensemble des lois qui ont été ratifiées ou votées par notre pays. On les mettait dans les petits curricula que nous donnons aux femmes pour qu'elles sachent que c'est un phénomène
qui est réprimée par les lois de la République et que les suivis des actions sont là. Alors, Madame Nouma Camara, on va revenir à vous. Alors, est-ce que vous recevez ces femmes-là qui ont vécu ça? Est-ce qu'elles vous racontent leur histoire? Moi, je vais aller un peu sur la même optique que Monsieur le Président. C'est que, et je vais parler toujours du local, au niveau de l'accueil, en fait, nous, c'est notre première action. Notre première action, c'est de pouvoir accueillir ces femmes et pouvoir être à l'écoute de ces femmes. Notre deuxième action, c'est de pouvoir faire ou des entretiens individuels, parce que la femme a besoin de pouvoir se confier qu'à une personne, ou des groupes de parole. Donc on est à l'initiative de groupes de parole sur lesquels les femmes peuvent on va dire s'extérioriser, mais quelque part se lâcher, déposer leur bagage, pouvoir dire ce qu'elles ont envie de dire, et surtout dans le sens où, et avec les mots où elles ont envie de le dire. Donc, cela nous a permis de pouvoir créer un groupe qui a été nommé, après c'est aussi par rapport au nombre de femmes, mais ce groupe a été nommé le groupe de la traversée, et c'est les femmes elles-mêmes qui ont décidé de pouvoir appeler tel. Et dans ce groupe, en fait, cette synergie, cette communication, ces informations, tout ce que les femmes ont envie de pouvoir dire, puisque c'est un groupe de femmes, elles peuvent le dire. Nous, on essaye de faire d'office comme des marraines. On est un peu des marraines, on est un peu des mamans, on est un peu des tatas qui, surtout pour les plus jeunes, qui puissent les accompagner ou sur le groupe, c'est-à-dire sur le WhatsApp, ou bien en présentiel, par la prise de rendez-vous au sein du local, au sein de l'association. Et notre dernier grand axe d'action dans l'AIA, c'est le partenariat avec les associations telles que Anita Traoré. C'est de pouvoir faire des actions au local, à Saint-Pierre-des-Corps, ou bien à Tours, ou sur la métropole. Et ces actions-là vont pouvoir nous rejoindre. Je parle bien évidemment de la Journée mondiale des droits de la femme, où on va éventuellement on va accueillir une ou deux femmes victimes et pas encore prises en main, prises en charge. On va faire aussi ce que nous on appelle en jargon le festival festival des Pieds-Quéris. C'est un festival en fait pour les tout petits, mais qui est dirigé aussi sur un axe autour des femmes et qui s'appelle Danse avec le monde. Et chaque année en fait ça réunit femmes comme hommes et dansant autour de 5 danses du monde. Donc, et d'ailleurs cette année pour le 9 mars, la Journée mondiale des droits de la femme à Saint-Pierre-des-Corps, la thématique ça sera l'Afrique. Donc voilà, en gros nous on est sur le dernier axe sur des actions locales et sur la métropole. Et toujours en partenariat avec la municipalité, le conseil départemental qui nous suit, les élus, le député Charles Fournier aussi, qui nous suit aussi sur nos actions. Donc, voilà. Alors tout à l'heure, Kadiatou Konaté va intervenir avec vous, qui sera sur ce forum avec vous, qui va parler des progrès réalisés dans ces pays concernés. Alors Madame Kadiatou Konaté, bonjour et bonne arrivée. Bonsoir, plaisir pour moi d'être avec vous sur ce panel pour parler de modulation génitale féminine. Alors, vous êtes en Guinée. Quels sont les progrès réalisés du côté de Conakry? Parce que la Guinée, c'est l'un des pays les plus touchés par ce fléau. Quels sont les progrès réalisés dans ce pays? Alors, si je comprends bien, la question autour des problématiques liées aux questions de modulation génitale féminine, c'est correct? Oui, les progrès menés sur le terrain. Alors, en termes de problèmes vécus sur le terrain, il y a énormément, surtout dans la gestion des cas de mutilation génitale féminine. Cela passe par plusieurs aspects. L'aspect culturel, je sais qu'on a longtemps parlé
l'aspect culturel et religieux, même si religieusement ce ne sont pas des choses assez fondées, joue énormément de rôle dans nos actions. Donc, dans la conscientisation de la population avec laquelle nous collaborons, donc, qui sont directement liés à nos actions, mais aussi au niveau basique, avec ces agents de sécurité, ces personnes qui sont censées appliquer la loi, donc qui sont absorbées par les valeurs culturelles. Donc, je trouve que ce sont des fléaux, en fait, qui nous freinent dans les actions que nous réalisons. Parce que supposons que nous, on a un tas de mariage d'exclusion, je voulais dire, et que nous voulons aller vers un service de protection, et que ce service banalise en fait cette action pour dire que nous allons le faire plus tard, on va le faire plus tard, ou bien le cas est déjà passé, on ne peut rien faire, ou bien encore une fois, nous voyons que parmi ces corps, parmi ces gens qui protègent, qui sont censés protéger les filles, pratique ces mêmes cas chez eux, ou banalise même dans la communication des verbes, c'est le cas de l'utilisation génitale féminine, c'est que c'est problématique. Parce que si ces gens sont formés dans un environnement systématiquement qui accepte les questions de mutilation génitale féminine, malheureusement, que ce soit au niveau juridique ou que ça va se répercuter. Il y a aussi cet aspect où, dans la gestion des cas de mutilation génitale féminine, souvent c'est après mutilation qu'on se rend compte qu'il y a un problème. Donc avant, rarement les gens arrivent à dénoncer ou à informer qu'il y a des cas de mutilation génitale féminine qui se produisent. Mais après, il y a déjà le cas. Dans ce sens, qu'est-ce qu'on fait? Dans ce sens, on applique strictement la loi puisque les mutilations génitales féminines sont considérées comme crimes en Guinée dans le code pénal, si j'ai bien mémoire, et maintenant dans le code civil à travers la nouvelle constitution qui a été élaborée par le CNT. Donc, pour nous dire que ce sont des phénomènes qui existent. C'est une autre chose, il y a l'accompagnement juridique et la prise en charge. L'accompagnement juridique, c'est bon, on fait énormément de plaidoyer en tant que militante féministe sur des questions de femmes, mais on fait énormément de plaidoyer pour appliquer strictement les textes de loi. Le problème à ce niveau est que, alors on applique, comment on appelle ça, partiellement. Partiellement, parce que si on arrive à sauter le pas d'appeler, c'est-à-dire le pas d'interpeller ces personnes qui ont commis ces crimes de mutilation génitale féminine, c'est qu'après, dans la gestion du cas, on se rend compte que ce sont des gens qui ont été condamnés avec sursis par moment même de lâcher plus tard, après tout ce qui va avec. Donc on se dit que même s'ils essaient de faire pour appliquer la loi, mais sauf qu'elle n'est pas partielle, cette application, elle n'est pas effective, cette application, elle est plutôt partielle. Donc il est important pour les agents de la sécurité, pour la justice, d'interpeller, de faire en sorte que les lois soient appliquées exactement comme ça se doit et comme c'est écrit dans le texte juridique en Guinée, mais là, informer, sensibiliser sur les valeurs culturelles, mais en lien, quand je parle de valeurs culturelles, en lien avec la protection de la jeune fille, en lien avec la protection de la femme, pour dire que c'est comme on dit, les valeurs ne sont pas forcément condamnées sur le fait que tout est mauvais, mais il y a des côtés assez mauvais là-dedans, qui faillent s'en débarrasser, parce que c'est pas strictement africain, comme on le dit, mais c'est une pratique néfaste qui se trouve partout dans le monde. Donc, ouais, on parvient à s'en débarrasser. Alors, on va rester avec vous, Kakiatou Konaté. Je rappelle que vous êtes cofondatrice du mouvement Jeune fille leader. Du mouvement du club des jeunes filles leaders de Guinée. Vous êtes à Guinée, vous intervenez en direct avec nous. On va passer la parole au public. Je ne sais pas si vous pouvez interagir avec M. Silla, avec également Mme Nouman Kamara. Il y a le micro, si vous pouvez poser des questions. Voilà pour le public. Peut-être une obsession contre l'excision. En tout cas, je vous remercie infiniment.
pour vos interventions. Là, j'avais une question pour vous. À un moment donné, pourtant j'étais très attentive à votre présentation, vous avez dit que les jeunes filles, j'ai compris, sont coupées dans les hôpitaux. On emmène les jeunes filles dans les hôpitaux. Voilà. Donc je voudrais que vous confirmiez ça parce que le docteur Kaba juste avant a dit, mais j'ai d'autres que ce n'est pas le cas en Guinée. Donc je voudrais savoir si vous pensez qu'il y a beaucoup de médicalisation. Je suis d'accord avec Kadiatou. C'est complexe sur cette question-là. Pour la jurisprudence afrique, vous savez que la loi est appliquée en France et il y a beaucoup plus de jurisprudence en Guinée contre l'excision qu'en Gambie. En fait, vous avez deux cas, un cas qui a été abandonné et le cas en 2023, en 2023, il y a eu le feu au poudre. C'est pour ça qu'on connaît plus la question de la Guinée. La Guinée a une et après, vous avez les records de l'Afrique comme le Somalie, plus de 1800 affaires, le Kenya, je ne vais pas laisser les données en tête, vous avez plus de 40 affaires. Donc la loi est appliquée en Afrique. Et dans mon travail, ce que je voudrais qu'on sache, c'est qu'elle est appliquée en Afrique et que les gens aient connaissance que la pratique de l'excision est une crime, peut être judicialisable et que celui qui le fait se met en risque judiciaire et pénal. Mais bon, voilà. Mais sur la question qui m'intéresse, c'est que vous nous disiez quel est votre vécu sur la question de la médicalisation. Merci. Ok, merci madame. Donc, hello? Ok. Donc, comme je le disais, la quasi-totalité, quand vous prenez 100% des excisions, aujourd'hui, les 80% passent par une forme voilée dans les structures sanitaires. C'est là le problème. On l'a dit et on ne cessera de le dire. Parce que quand vous demandez à ces agents de santé, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils disent, bon, on veut juste voiler la forme. C'est que parfois ils disent qu'on diminue un peu, parfois ils disent qu'on ne diminue rien. Mais à un moment, nous, en tant que société civile, on a attiré l'attention de l'État. On a dit à l'État, vous êtes les garants des lois que vous ratifiez ou les conventions que vous ratifiez. Vous êtes aussi les garants de ces lois. Pourquoi c'est dans vos structures aussi qu'on essaye de voiler entre griffes l'excision? On ne veut plus entendre que c'est dans les structures. Vous avez suivi Dr Kaba qui dit non, les médecins, peut-être c'est les matrones. Les matrones ne sont pas dans les quartiers. Les matrones sont dans les structures de santé. Vous comprenez? Donc c'est dans ces structures de santé qu'on est en train de voiler la forme de l'excision. Il faut que cela cesse. Et avec l'organisation qui nous accueille, on a discuté avec certains membres. Le 8 mars, comme c'est la journée qui a été aussi dédiée à ces braves femmes du monde, nous allons encore essayer d'interpeller l'État pour qu'il essaye de fermer portes et fenêtres des cours de ces structures à l'excision. Donc pour nous, même si on essaye de vous donner un thème central au niveau international, nous avons notre voie, c'est de fermer les portes et fenêtres dans les structures de santé à la mutilation génitale féminine. Merci. Concernant la médicalisation, je pense qu'il est quand même nécessaire de préciser que la médicalisation des mutilations sexuelles féminines existe depuis plus d'une dizaine d'années et qu'elle n'est pas que pratiquée qu'en Guinée, elle est pratiquée de manière très claire et très visible en Égypte. Il y a des cliniques qui pratiquent l'excision. Donc il faut savoir que la mutilation sexuelle génitale féminine, de manière pratiquée par des professionnels de santé, se fait plus d'une dizaine d'années, voire 15 ans, voilà, auprès des petites filles. Donc voilà, parce que j'avais un peu l'impression que ça venait de sortir un petit peu, mais non, ça fait vraiment quelque chose qui existe depuis une bonne décennie. Après, par rapport à, je voulais aussi soulever
la réparation, donc le gynécologue obstétricien réparateur, au Sénégal, je suis originaire du Sénégal et de la Mauritanie, il n'y a pas très longtemps, on nous expliquait que des professionnels de santé de France travaillent en jumelage avec des hôpitaux africains, et en l'occurrence au Sénégal. Et ce qui a été montré, c'est qu'au Sénégal, pour former les professionnels de santé donc sénégalais, ils montraient que les maris devaient donner l'accord aux femmes, donc il devait avoir un écrit que le mari donnait l'accord aux femmes pour se faire réparer. Donc ma question c'était, est-ce qu'en Guinée, il y a aussi cette obligation que les maris doivent donner aux femmes pour se faire réparer? Et deuxièmement, moi ce qui me surprend un petit peu, et je le partage avec vous, les associations consoeurs, partenaires, nous on voit bien qu'on reçoit les personnes qui font la demande de la réparation. Elle n'est pas automatique, c'est une réparation globale. Et la partie chirurgicale, elle vient dans un second temps. Il y a vraiment une prise en charge psychologique qui est nécessaire. Et c'est tout un cheminement, quand même, quand les personnes elles arrivent, elles poussent à la porte pour parler de leur excision. Ce n'est pas forcément quelque chose de simple. Et quand elles font cette démarche aussi pour protéger leurs petites filles, les souvenirs peuvent aussi remonter. Donc l'aspect chirurgical, il vient vraiment dans un second temps. Qui sont excisées donc, de petite enfance. Donc on sait, je ne sais pas si vous savez, mais l'excision peut se faire sur un nourrisson de 7 jours. Voilà, on parle d'un tout petit nourrisson et ça peut aller jusqu'à un peu à la veille du mariage. Donc une jeune fille dans le cadre d'un mariage forcé potentiellement de 17, de 16 ans, voire de 18 ans. Donc ce qu'il faut savoir, j'ai envie de dire aussi, c'est que pour ces femmes-là, quand elles viennent nous voir, nous les associations, elles ont ni 5 ans, ni 7 ans, ni 8 ans, ni 15 ans. Ce sont des femmes majeures, donc elles ont plus d'une vingtaine d'années, voire une trentaine d'années. C'est pour vous expliquer que quand même la démarche de reconstruction, d'acceptation par rapport à ce qu'elles ont subi, il leur faut un temps et tout un cheminement. Et que nous, les associations, nous accompagnons ces femmes-là et nous devons accompagner dans leur temporalité. Ce n'est pas nous qui imposons cette temporalité d'accompagnement et de reconstruction globale, mais c'est bien elles qui donnent le tempo et nous devons suivre ce tempo-là. Donc voilà, donc ma question de manière concise. Maintenant, oui. C'est important que je dise ça. Je garde tout ça depuis tout à l'heure. Comment ça se passe réellement en Guinée? Les femmes, quand elles viennent auprès des associations locales, est-ce qu'elles demandent de manière assez explicite qu'elles veulent se faire réparer? Quand elles se font réparer, est-ce qu'il y a une prise en charge? Parce qu'il faut savoir qu'en France, il y a une prise en charge totale, donc gratuite, 100%. Même une personne qui n'a pas un titre de séjour, qui est en cours de régularisation, elle a l'AME, donc c'est pris en charge. Sinon, c'est par la carte vitale. Et même pour celles qui n'ont rien, on peut voir avec les assistantes sociales dans les hôpitaux pour une prise en charge. Donc moi, quand même, ça m'interroge. C'est quelle population vient faire une demande de réparation dans un pays comme la Guinée où c'est 98% de femmes, de jeunes filles excisées? Ça, c'est ma première question. Et la seconde, je la laisse à Djaria tout comme ça, vous nous répondez en bloc. Merci. Merci. Ok, docteur. Bonjour à vous et à tous. C'est Djaria Touba, d'une association qui s'appelle Espoir et Compagnie. Deux questions. En 2006, on m'a volé mon enfance. Et comme j'ai depuis 20 ans maintenant, l'année dernière, j'ai été dans mon classe, j'ai dénoncé la médicalisation de l'excision. Parce que c'est une réalité, on a fait un article qui est sorti dans le monde, des médecins, des médecins. C'était très important de démontrer dans le pays, notamment en Guinée, aujourd'hui. Intervenir sur les pourquoi on aspects continue l'excision? Parce que chacun attend que ce soit l'autre qui arrête d'exciser la petite fille. Tout le monde ne veut pas avoir cette honte et cette poids de coutume, de tradition, de le rompre. Donc ça, c'est Docteur Kaba n'a qu'à venir ici. On ne peut pas faire comme si... Après, c'est toujours dur dans notre pays que les chiffres soient aussi en rouge chez nous. Et c'est pareil au Somalie, c'est pareil dans d'autres pays. Et je pense que quand on a cette reconnaissance de dire que c'est une réalité, que ça continue tous les jours dans notre pays, on pourra toutes et tous ensemble se soulever
lutter concrètement contre l'excision. Ensuite, ma question, c'est concernant Kadiatou Konaté, que j'ai salué, cette jeune militante qui est en Guinée. Qu'est-ce qu'elle a besoin comme soutien? Et pourquoi aujourd'hui on n'en parle pas? Et pourquoi les États guinéens se succèdent et que le souci des droits des femmes et des petites filles soit aussi délaissé? Je vous remercie. Donc, j'arrête. Merci. Donc par rapport à la question sur Madame, sur les questions de chirurgie, Dr Kaba de chez Acid Donka va essayer vraiment de nous mettre en lumière. C'est bon? C'est pourquoi on l'a rappelé. Docteur. Ok, merci beaucoup. La demande de réparation, elle commence maintenant à... Le micro, c'est allumé, hein? Amadou Eda. Ok. Les demandes de réparation viennent de commencer dans notre pays parce que souvent c'est sur les réseaux sociaux que la plupart des gens apprennent qu'il y a des possibilités. Le service de chirurgie plastique et réparatrice de l'hôpital national d'Onka a été créé en 1998. Mais jusque-là, on collaborait avec nos collègues gynécologues dans les réparations des viols, des séquelles de viol. Et certains types de séquelles mineures des excisions. Par exemple, les cicatrices défectueuses, les kéloïdes, les cicatrices hypertrophiques, on s'en chargeait. Mais ressortir l'organe du plaisir, c'est il y a 2 ans seulement, après la visite du docteur Denis Mukwege, nous avons commencé à entreprendre la chirurgie. Nous avons eu à faire quelques dissections d'abord au niveau du service de l'anatomopathologie de l'hôpital. Et on a commencé à pratiquer sur quelques dames, sur quelques femmes. La demande, elle est très très stable pour le moment, minime je veux dire. Mais au fur et à mesure des campagnes de sensibilisation, au fur et à mesure des discussions au niveau des ONG, au niveau de la télévision nationale, au niveau des réseaux sociaux, les femmes commencent à lever le tabou pour venir. Mais le gros problème, c'est quoi? Nous les hommes, la majorité n'en veulent pas. Je suis marié, j'ai 2 enfants, j'ai 3 enfants, et la femme en plein épanouissement, après 30 ans, elle a envie de se sentir femme. Mais la discussion entre elle et son mari, c'est souvent difficile et sujet à des problèmes. Parce que j'ai réparé une dame, dont on a l'image ici. Son mari l'a divorcée. Parce qu'elle dit, moi je n'étais pas autorisé à te réparer. Je t'aime comme ça, tu restes comme ça, on a eu les enfants, mais la femme veut sentir sa plénitude. C'est des choses vraiment difficiles, c'est pour cela qu'il nous faut un appui psychologique intense pour entamer la discussion sur les réparations. Mais seulement que les femmes viennent d'elles-mêmes. Si c'est des femmes non mariées, les jeunes dames, il n'y a aucun problème. Mais la majorité de ces dames qui demandent la réparation ont souvent fini de faire leurs enfants. Et elles veulent s'épanouir. C'est en ce moment elles viennent, mais là aussi il y a le poids de la société, il y a le poids du mariage qui les empêche, qui les bloque. Donc c'est le gros problème, le gros souci que nous avons actuellement chez nous. Ok, donc il y a une année avec Akama, sous un financement de l'OAS, l'Organisation ouest-africaine de la santé sur les violences basées sur le genre, on a organisé un atelier où il y avait 50 jeunes filles et femmes. Et c'est en ce temps que les filles et femmes ont commencé à manifester le désir d'être réparées. Donc aujourd'hui, il y a une demande accrue, mais vu le coût de cela, les jeunes filles et femmes ne peuvent pas aussi faire face au coût de ces interventions. Parce que moi, je ne connais pas exactement aujourd'hui le coût, mais nous sommes en train de réfléchir avec Akama et même l'hôpital, donc à travers le professeur, comment est-ce qu'on pourra faire appel à d'autres partenaires pour pouvoir accompagner cette dynamique. Parce que je vous assure que les jeunes filles commencent à faire une demande. C'est pourquoi on a
ouvert le centre d'écoute et d'orientation de ces jeunes filles à Lambani, à Conakry. Donc ce centre aussi commence déjà à fonctionner et je pense qu'on a recruté des personnes qui sont là pour écouter ces filles et faire les listes. La liste commence à devenir trop grande. On l'a envoyé à Akama. Akama est en train de faire un plaidoyer sur l'international pour la mobilisation des ressources. Les ressources ne sont pas que financières. Mais aujourd'hui, Donka nous dit qu'elle a toutes les capacités requises pour pouvoir faire ces interventions. Donc, de leur côté, c'est les ressources financières. Mais nous sommes, en tant que société civile, preneurs aussi des ressources humaines du Nord pour pouvoir accompagner toute cette dynamique au niveau national. Et il y avait une question destinée à notre sœur Kadiatou en ligne là. Je ne sais pas si... Alors, on va poser la question à Kadiatou. Est-ce que vous êtes là encore, Kadiatou? Oui, je suis là. Alors, la question du public, est-ce que vous avez le soutien, par exemple, de l'État? Pourquoi on en parle un peu? Soutien de l'État, soutien financier, je dirais non, pas spécifiquement. Cependant, quand on voit l'Office de protection du genre de l'enfance et des noces, avec lequel nous travaillons, pour les brigades spéciales de protection des personnes vulnérables, service central de protection des personnes vulnérables, on peut dire sur ce coup, oui. Cependant, on n'arrête pas de décrire le fait que ces services ne fonctionnent pas comme ça se doit. Par moment, ils nous appuient quand on demande des aides, oui, mais les problèmes financiers persistent. Donc, si les problèmes financiers persistent et que dans les interventions, si on doit demander l'appui de ces services-là, on permet de l'essence pour qui peut se déplacer, ce qui va avec, c'est que c'est problématique. Et on n'a pas de mal à décrire ce côté, on le fait déjà. Et pour nous, ça c'est problématique et c'est un peu la rentrée du travail. Parce que si c'est une association qui n'a pas le moyen de payer ces frais d'essence-là et tout, c'est que ça pose des soucis. L'autre chose qui intervient, c'est que par moment, dans les politiques de l'État, les politiques de l'utilisation génitale et autres, ils nous associent en tant que club des jeunes filles. Cependant, on n'arrête pas de décrire le fait qu'il n'y a pas assez d'organisations, d'associations féminines de jeunes qui travaillent avec le ministère. Pas qui travaillent avec nous, mais il y a d'autres associations qui font plus, qui font pareil. Et il est intéressant de créer le monde, de les associer également et de les écouter. Donc à ce niveau, on est là, ils nous appuient, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que l'État doit être en mesure, à travers le ministère de la Promotion féminine, de mettre des fonds d'assistance intégrés pour les victimes de violences intrafamiliales de manière globale et encore plus davantage sur les questions de mutilation génitale féminine. Donc, ça doit être une problématique assez élevante parce que plus de 80, près de 100%, 95% des filles, des femmes ont subi cette pratique. Il faudrait qu'on s'assure que ça ne soit pas le cas de la génération. Donc là, ça devient une urgence, ça devient important d'agir, de coordonner des actions et de travailler avec ces acteurs et ces actrices qui sont de niveau communautaire, qui sont dans toutes les autres sphères, afin de s'assurer de trouver la bonne approche. Parce qu'on se pose à terminer une question centrale. Ça fait plus de combien d'années, des dizaines d'années, je ne sais pas, plus de 20 ans, 30 ans, le ministère de la Guinée, les partenaires de développement injectent de l'argent sur cette question-là, continuent à investir davantage de l'argent, à mettre des programmes en place. Pourquoi ça ne marche pas? Est-ce que l'argent est utilisé à bon escient? Est-ce qu'on est en train de nous attaquer à la bonne problématique? Je ne parle pas de problématique. Au bon moment là, qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui fait que malgré tous les efforts, malgré l'effort injecté encore une fois par les partenaires, ce sont des millions de dollars, ça ne bouge pas. Pourquoi ça ne bouge pas encore une fois? Voilà, je vais m'arrêter là, mais c'est ça. D'un côté, on les associe, mais de l'autre côté, on trouve que c'est insuffisant et qu'on peut faire plus. On peut faire plus parce que ça ne suffit pas en train de bouger la vie. Alors, Kadiatou Konaté, je vais continuer, je vais poser une question par rapport à cela. Alors, est-ce que vous partez à l'intérieur du pays? Est-ce que votre lutte, c'est seulement Conakry?
Le club des jeunes filles des États-Unis développe des amplifications presque dans toutes les préfectures et nous sommes dans les sous-préfectures. Donc les actions sont à l'intérieur du pays, dans les communautés, dans les sous-préfectures, dans les ministères que nous bougeons partout en Guinée. Nos actions sont partout dans les communautés, pas uniquement en Conakry. Conakry est généralement usé pour des questions politiques, car nous aussi nous pouvons influencer. Si nous voulons faire des plaidoyers à l'endroit de nos autorités et après les actions du travail généralement réalisées par les filles à l'intérieur de la DIC. Alors, on va revenir vers vous, Madame Camara. Vous avez parlé tout à l'heure de synergie. Est-ce que vous voulez une synergie entre les associations, par exemple, guinéennes et françaises? Alors, si je parle de synergie, donc, je vais répondre à votre question. En fait, nous, cette synergie, si je vous parle d'il y a 2 ans à peu près, avant Anita Traoré, avant qu'on découvre qu'il y ait cette association, on se sentait un peu toute seule sur ce volet-là. Après, c'est vrai que Naya, on est sur beaucoup plus, on est sur du large, avec énormément de public et énormément de volets, de problématiques. Donc, effectivement, cette question et cette problématique de femmes victimes de mutilation sexuelle, effectivement, on l'a découvert dans Naya, mais dès qu'on a découvert Anita Traoré, en fait, ça a été un peu l'ouverture à toutes ces possibilités de pouvoir s'unir avec d'autres associations sur ce combat-là. Donc oui, effectivement, cette synergie, aujourd'hui, on la ressent, parce que avec l'accompagnement des municipalités, qu'elles soient de Saint-Pierre-des-Corps ou de Tours, c'est un soutien aussi qui permet de dire que voilà, les actions qu'on met en place, les événements qu'on met en place, il y a cette visibilité de ces femmes qui sont sur le terrain. Alors, une autre question. Bonjour à tous, je m'appelle Afrika Arba, j'ai une question pour Kadia Tokonate concernant les minorités guinéennes. J'aimerais savoir si la plainte des victimes en Guinée, si la plainte des victimes en Guinée était prise au sérieux par les autorités ou si ce dernier était directement classé sans suite, sans enquête, en sachant que cette pratique est condamnée par la loi. Oui, mais c'est accepté, c'est traité. Alors, la question, est-ce que la plainte des victimes est prise au sérieux à Guinée? Excusez-moi, je n'ai pas encore la question. Est-ce que la plainte des victimes est prise au sérieux à Guinée? Bien sûr, oui. Là, on ne va pas dire plus. Peut-être, est-ce que vous pouvez utiliser le message dans le chat box? Alors, je reprends pour la dernière fois. Est-ce que la plainte des victimes est prise au sérieux à Conakry, en Guinée? Et également le taux de prise en charge. Également le taux de prise en charge. Attendez. Ok, bon. En attendant que... Allô? Alors, en attendant, on va passer la parole à M. Sina. Oui. Vous savez, l'État a créé aujourd'hui un service spécifique pour pouvoir vraiment réprimer toute violence basée sur le genre. Kadiatou l'a dit dans son intervention. Aujourd'hui, on ne badine plus en Guinée. Et nous avons assisté dans ces derniers temps à des maîtres coraniques qui ont enceinté des petites filles qui venaient dans leur centre coranique. Tous sont aujourd'hui dans le creuset de la justice. Le PROSEM ne badine pas. Donc, toutes les plaintes que vous posez aujourd'hui, le PROSEM essaye de suivre cela à la lettre. Et aussi avec l'appui des partenaires techniques et financiers, des cadres un peu acceptables sont construits dans ces centres d'accueil
au niveau de l'Oprésem pour accueillir les filles violentées ou les filles qui ont subi vraiment des viols, en attendant qu'on trouve un cadre d'entente pour pouvoir les insérer. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui en Guinée quand même cet aspect est bien cerné. Docteur Kaba, tout ce que je peux augmenter sur ce que M. Silla vient de dire, c'est qu'il n'y a pas de prise en charge formalisée chez nous. La Caisse nationale de prévoyance sociale vient d'être mise en place il y a moins de 3 ans. Et je ne sais pas à quel niveau, jusqu'à quel niveau la prise en charge de mutilation génitale féminine est prise en compte. Mais ce qui reste clair, c'est que les ONG et le ministère des Affaires sociales ont commencé à se battre sur le terrain pour insérer le problème de mutilation génitale féminine, non seulement dans la Constitution, mais aussi que l'arsenal juridique réponde aux attentes des normes internationales comme cela est défini. Parce qu'on ne peut pas se soustraire des normes internationales de défense des droits de l'homme. La chirurgie réparatrice que nous menons est prise comme une forme de traitement à l'avance, comme une forme de prévention. On ne fait pas de réparation pour le plaisir, mais on le fait comme une forme de prévention des mutilations génitales. Parce que comme on le dit toujours, mieux vaut prévenir que guérir. On ne se mettra pas tout le temps à promouvoir la réparation parce que ça va encourager les mutilations aussi. Donc c'est de mettre toute notre énergie dans la prévention des mutilations génitales qui constitue une entorse aux droits de l'homme. Merci. Voilà, alors Kadiatou, vous pouvez répondre à vos questions. Alors la prévention, c'est une sociologie. C'est peut-être de plus en plus. Quand on parle de situation génitale féminine, on dit que la première procédure, ça dépend de la version de l'organisation qui vote la personne qui accompagne la personne. Donc ça peut être le cas si les services de protection passent aux enjeux d'urgence, c'est déjà passé. Dans tous les cas, il y a déjà, le cas s'est déjà passé, c'est-à-dire il a déjà eu une décision. Donc on passe à celle qui fait tous les efforts et ce qui va avec. Mais si c'est une organisation avec qui ne lâche pas, qui met plus de pression, qui les pousse, oui, c'est plus aussi le parce qu'on sait que cette organisation là, il mettra toutes les dispositions nécessaires en place pour assurer le suivi. Tant qu'au final, il a toujours une relation avec ceux-ci, on va dire la victime, on appelle ça notre criminel, dans le quartier, voilà, c'est passé, elle a été interpellée, c'est fini. Sur la deuxième question, avec une prise en charge, n'existe pas. Déjà, il faut savoir que la prise en charge des victimes est très coûteuse. Tellement coûteuse qu'à un moment donné, nous, en tant que jeunes filles, on cherche des fonds à l'endroit des partenaires pour assurer la prise en charge intégrée des victimes. Donc, que ce soit sur le plan sanitaire, que ce soit sur le plan comme je quand on parle de question de mutilation génitale féminine, par exemple, si la somme à ça, c'est que la prise en charge coûte extrêmement cher. Et donc, on va là, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Si les parents sont issus d'une famille modeste, c'est compliqué pour ces parents d'assurer le soin directement. C'est pour cela que je disais tantôt dans mon intervention que faisant énormément de plaidoyer pour que le gouvernement puisse, à travers le ministère de la Condition féminine, instaurer une gratuite de prise en charge des victimes. Donc, je ne sais pas si c'est réaliste, mais c'est faisable parce que les femmes souffrent avec ce manque de prise en charge. Si elles ne tombent pas sur une organisation qui a collecté des fonds, donc qui accompagne, ça devient extrêmement difficile pour elles, pour cette victime de sexuelle violente, de sortir de cette situation qui peut se présenter. Donc, il est important de
de collecter des fonds auprès des médecins pour assurer la prise en charge conjugale des victimes de MGF et d'autres types de violences basées sur le genre. Alors, merci Kadiatou Konaté. Je rappelle que vous êtes cofondatrice du club des jeunes filles nord de Guinée. Vous avez intervenu en ligne avec nous. Merci. Alors, merci également à Mme Nouma Kamara, merci à M. Sina, merci à M. Karamba. Tout à l'heure, vous aurez de la musique, vous aurez des témoignages, vous aurez beaucoup de choses. Alors, il veut poser une dernière question. Alors tout de suite. Exactement, David. Donc, merci à nos intervenants, merci à vous, chers invités. Et puis, on prend une petite pause déjeuner et après, on reprend notre deuxième partie de table ronde. Et aussi, je vous invite à aller visiter les stands qui sont juste derrière et de voir ce qu'ils proposent. Et de vous approcher aussi des intervenants pour discuter avec eux et leur poser vos questions aussi. Merci beaucoup. Alors, tout à l'heure, chers invités. Merci vraiment.